de lundi à vendredi entre 19h et 21h. La deuxième semaine de campagne avait bien démarré dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Meeting dans ces deux régions instables depuis 2016, avec parfois des images inimaginables. Il y a quelques semaines, l'image forte est venue du Lébialem avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, manifestant dans cette citadelle qualifiée d'imprenable. Les partisans d'un retour à la paix depuis la fin du grand dialogue national allaient vite déchanter avec l'entrée en vigueur. Hier, 6 février du lockdown, les forces séparatistes imposent à nouveau leurs lois. Pas l'ombre d'un habitant des 13 départements qui constituent les deux régions anglophones ne devra être aperçu à l'extérieur. L'objectif étant d'empêcher la tenue du double scrutin de dimanche prochain ainsi que la célébration de la 54e édition de la fête de la jeunesse législative et municipale dans le Nord-Ouest. Comment ça va se passer, madame, monsieur? C'est le fait du jour. Législative, je vous le disais il y a quelques instants, législative et municipale 2020 dans le nord-ouest et le sud-ouest. Comment ça va se passer? Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Yannick Obona et Yéné. Bienvenue. Bienvenue, merci. C'est la première fois? C'est la première fois. Voilà, vous êtes sur la liste législative pour le compte du PCRN dans Vouri-Est, circonscription Vouri-Est, c'est bien cela? Tout à fait, nous représentons le PCRN sur la liste Vouri-Est pour les législatives dans Vouri-Est et je pourvois au deuxième siège. De la 10e législature dans cette circonscription. Voilà. En face de vous, Moseline Djebaï, bonsoir. Merci Serge Alain, merci Patrick, merci Docteur Ona. Je me sens très heureux d'être une fois de plus sur ce plateau pour ensemble qu'on essaye d'en parler sur les problèmes de la nation, plus particulièrement sur le thème de ce soir, ce qui est en train de se passer non seulement pour le Cameroun, mais vous avez bien précisé dans le Nozo. Voilà. Donc je crois qu'il y aura une extension un peu ailleurs par rapport à ce que nous écoutons dans les médias, etc., etc. Je crois que nous aurons l'occasion d'en parler globalement du climat, n'est-ce pas, que nous vivons au Cameroun. À côté de vous, Dr Luison Isomba, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Je voudrais saluer avec respect les autres copanélistes et rassurer aux téléspectateurs qui nous regardent qu'ils doivent rester assis parce que certainement nous allons éclairer leur lanterne durant les quelques heures que nous allons passer ensemble. Voilà, justement, je commence par vous, Dr Luison Isomba. Il y a ce document qui a circulé faisant état de ce que les fonctionnaires devaient être à leur poste à partir de... devaient être présents pour participer. On leur demande d'être présents à leur poste et doivent participer au double scrutin de dimanche prochain. Question simple, est-ce que le vote est obligatoire au Cameroun? Existe-t-il une disposition constitutionnelle qui parle de ce vote obligatoire? Ce genre que j'ai écumé ou du moins parcouru avec beaucoup d'attention. Non seulement les dispositions légales en la matière, mais surtout les dispositions législatives, c'est-à-dire la loi portant code électoral. Je me suis rendu compte qu'en réalité, il n'y a aucune disposition qui contraint le citoyen d'aller aux élections. C'est juste un devoir. Oui. C'est-à-dire que lorsque vous êtes citoyen d'un État, vous avez l'obligation de participer à la bonne marche des affaires du pays. Oui. C'est la raison pour laquelle, sur le plan théorique, on estime que c'est une obligation de chaque citoyen en âge de voter. Parce que vous savez que lorsque vous avez cet âge de voter et que vous n'allez pas au vote, vous ne prenez pas part au vote, on a l'impression que vous vous déniez vous-même de votre qualité, de votre statut de citoyen qui ne veut pas participer à la gestion des affaires publiques. Et vous savez, tout le peuple ne peut pas à la fois participer à la gestion publique. Et il y a des moments lors desquels
il est exigé à tout citoyen qui a l'âge de voter de participer au choix des dirigeants, parce que le choix des dirigeants permet aussi de faire fonctionner les services publics, permet à l'État de se développer, permet à l'État de rayonner. Donc voilà ce que nous pouvons dire sur le plan constitutionnel et sur le plan légal. Il n'y a pas une disposition qui impose donc un fonctionnaire ou du moins un citoyen d'aller à l'élection. C'est une affaire, c'est un devoir personnel. Vous voyez, même si vous y allez, ce qui est certain, c'est que en y allant, il faut procéder au vote utile. Vous pouvez y aller et prendre tous les bulletins de vote, vous mettez dans une enveloppe, le vote ne sera pas utile. Donc, faudrait-il aller, mais faudrait-il encore faire un vote que j'appellerais, que je qualifierais de vote utile. Vote utile. Yannick Somba, Yannick Ohuna, vous avez dû parcourir cette... Est-ce que une autorité qui demande comme ça au chef de service de tout faire, de mobiliser l'ensemble de ces personnes-là qu'ils ont sous leurs ordres pour participer à ce double scrutin de vendredi. Lorsqu'on connaît le contexte dans le nord-ouest et le sud-ouest, est-ce que ce n'est pas suicidaire? Suicidaire, je ne dirais pas, déjà, parce qu'en réalité, nonobstant les appels à la Ghost City, c'est-à-dire... ils sont passés au lockdown. Au lockdown, si vous voulez. Au Ghost Town, c'est le lundi. Ouais. Si vous voulez, c'est-à-dire, je pense qu'en réalité, l'autorité ne peut pas contraindre le fonctionnaire, c'est-à-dire à participer à un scrutin, c'est-à-dire à aller voter. C'est-à-dire, c'est un devoir du citoyen, certes, mais en réalité, chacun est libre après de faire ce qu'il veut. Ouais, et néanmoins, nous, au PCRN, la logique est de participer au scrutin. C'est-à-dire, nous invitons les populations, effectivement, à aller honorer ce devoir citoyen afin que la direction, c'est-à-dire de donner une nouvelle orientation à la direction de ce pays, c'est-à-dire de donner une nouvelle direction aux affaires publiques. Oui. Parce qu'en réalité, ne pas participer au citoyen, comme le docteur Sombala là c'est bien signalé, ne pas participer au scrutin, c'est choisir de laisser les autres faire à notre place. Or, il n'est pas question que nous puissions encore supporter cela. 5 ans encore. 5 ans encore, c'est 5 ans de creux, ce serait 5 ans de creux. Nous invitons au contraire les populations, qu'elles soient du nord-ouest ou alors de l'ensemble du pays, à participer massivement au vote et de faire un choix décisif pour que le changement auquel nous aspirons tous se réalise dès maintenant. Mais on veut bien, mais vous connaissez le contexte dans le nord-ouest, le sud-ouest. Concrètement, comment ça va se passer? Concrètement, je pense que l'ECAM a pris les dispositions afin que les populations puissent voter dans des zones sécurisées et celles-là pourront se diriger évidemment dans ces zones-là, c'est-à-dire les zones blanches, on va dire, ouais. C'est-à-dire afin d'éviter tout risque lié à leur propre existence. Vous savez que des images tournent en boucle dans les réseaux sociaux, nous voyons comment des gens sont malmenés, c'est-à-dire maltraités du fait de la participation déjà même à la campagne. Bon. Nous ne pouvons que condamner ces actes-là, tout en reconnaissant le combat que les personnes qui, à un moment donné, ont voulu du changement. C'est-à-dire, nous pouvons dire qu'en réalité, il est hors de question de priver le citoyen de ses droits civiques. Ok. Monsieur Djibaï, comment comprendre ces deux images qui nous viennent comme ça du nord-ouest et du sud-ouest? On a vu un début de campagne, mais comme je l'ai même dit, dans le Lébialem aussi. Et tout d'un coup, ça s'est arrêté hier avec le lockdown. Alors que le président avait dit qu'il devait avoir, on a même un contingent de 800 gendarmes, 700 gendarmes qui est de ce côté-là. Le vote, c'est l'expression de la démocratie. 1. Le vote est libre. 2. Le vote est un devoir citoyen. Voilà. Donc, on ne doit pas obliger quelqu'un à accomplir un acte. C'est un devoir, c'est une liberté. On juge donc une démocratie à travers une élection. Parce que celui qui gagne, on suppose que celui-là est porteur d'un projet qui a les aspirations des populations. Voilà ce que je voudrais dire en premier lieu. En second lieu, une institution comme l'ECAM est pour l'organisation des élections. L'ECAM n'a pas pour rôle de sécuriser
l'ensemble de personnes libres qui viendraient voter. Cela revient à l'autorité, aux forces de maintien de l'ordre, pour que les gens puissent vaquer, y aller librement exercer leur devoir citoyen. La problématique qui se pose aujourd'hui au niveau du nord-ouest et du sud-ouest et de l'ensemble du Cameroun est une situation extrêmement complexe. Elle est complexe parce que ce n'est pas une guerre entre les nations. C'est une guerre asymétrique. D'abord, entre les ressortissants du Nozo. D'abord, entre eux, compte tenu du comportement des uns et des autres, des problèmes qui se posent dans ces deux régions. Mais il y a donc cette extension au niveau national. Nous devons tenir tout cela en compte. Parce que lorsque vous vous retrouvez avec une ou deux familles, des frères et sœurs, certains sont morts pour avoir soutenu telle ou telle opinion, tel ou tel, il y a déjà un désaccord total qui naît au niveau de la famille. Ce n'est que le dialogue, l'entente qui peut régler ce genre de problème. Donc, les élections qui vont se dérouler, on y reviendra tout à l'heure, c'est compliqué. Est-ce que les gens auront la liberté d'aller voter et d'exprimer leur devoir citoyen? Comment est-ce qu'il y aura ce comportement ce soir? Les frayeurs, la peur. Vous avez dit tantôt que le président de la République a dit qu'on va envoyer, c'est bien, c'est pour sécuriser. Mais est-ce que ceux-là seront des votants? Déjà, on a bien peur. C'est des Camerounais qui iront là-bas. Est-ce qu'ils ne seront pas déjà les votants? Parce que lorsque vous êtes détenteur d'une carte électorale et que vous êtes par exemple dans un bureau de vote et pour des raisons par exemple comme celle que nous vivons en ce moment dans le Nozo, vous avez le droit d'exprimer votre devoir citoyen. Donc quand on parle de fraude, quand on parle d'un certain nombre de choses, imaginez le nombre de personnes qui peuvent se déplacer pour des raisons, donc ça devient un peu incontrôlable. Donc même les chiffres qui viendront posent déjà un problème. Parce que si vous êtes recensé 1000, 2000, et qu'à la fin, on constate qu'il y a peut-être 200, 300 personnes par rapport aux listes qui existent, il y a problème. Donc, c'est dans 2 jours, les élections. Faisons très attention, et même avec les déclarations que nous, acteurs politiques, nous servons, n'est-ce pas, aux populations. En 2016, ça avait commencé comme ça. On a pris ça comme si de rien n'était. On est passé dans les chaînes de télévision et tout un tas de choses. S'insulter, tel n'est pas ceci, tel est cela et autres. C'était une tribune d'injures et autres. Et cette tribune nous a amené à la situation où nous en sommes aujourd'hui, où nous avons des difficultés pour assumer. Faisons donc déjà très attention. Nous reviendrons sur le sujet. Docteur Soma, il y a quelques jours, le Premier ministre était dans le sud-ouest et a demandé aux populations d'aller massivement au dimanche accomplir leurs devoirs. Et après, on va voir comment implémenter les recommandations du Grand Dialogue National. Comment comprendre ça? Oui, c'est d'abord voter. Le Premier ministre est tout à fait dans son rôle. Vous savez, au-delà de la casquette d'une autorité administrative, c'est d'abord une autorité politique, au vu du mécanisme de sa nomination. Il est nommé par le président de la République qui est élu, donc cela veut dire que la première casquette d'un Premier ministre, compte tenu non seulement de la configuration géopolitique du Cameroun, c'est d'abord une casquette politique. Donc, il aborde très bien cette casquette, et vous savez, quand nous jetons un regard synoptique sur les dispositions de la Constitution, on vous dit, article 11 de notre Constitution, le Premier ministre est chargé de la mise en œuvre de la politique matérielle définie par le président de la République. Cet article 5 qui donne cette compétence au président de la République. Donc on se rend bien compte que le Premier ministre est en plein dans sa mission. Vous savez, il est d'abord allé avant la tenue du Grand Dialogue National où il avait tenu un certain nombre de propos. Il a été accueilli de la même manière qu'il a été accueilli dernièrement. Je pense pour ma part que le problème qui se pose au Nozo est un problème de sécurité.
Voilà. Le président de la République a annoncé avec force et vigueur la présence des militaires, des forces de défense et de sécurité pour davantage assurer la sécurité de ceux qui iront procéder au choix des dirigeants de notre pays. Mais ce que je dois vous avouer, c'est une très belle initiative d'ailleurs que nous pouvons, nous louons et que nous encourageons. Mais sachez une chose, c'est que la présence du militaire est un commencement de la sagesse. Et vous imaginez que la peur du gendarme, début de la sagesse. Voilà, début de la sagesse. Et ça peut déboucher sur une psychose qui peut justement gagner l'ensemble des électeurs. Parce que vous savez, quand on est aussi assez militarisé, la confiance ne met pas du coup sur le coup. Donc j'estime pour ma part que c'est déjà dit, mais attendons de voir. La conséquence que nous pouvons tirer de cela, c'est que il y aura cette élection de ce côté, mais je reste convaincu de ce que il y aura une faible participation. Oui. Parce qu'il faut déjà le dire que le nord-ouest et le sud-ouest ne se retrouvent pas dans la même situation sécuritaire que les 8 autres régions du Cameroun. Ce qui est donc évident, c'est que au-delà de cette présence militaire accrue, il va donc y avoir un recul. Moi, je l'estime un recul du citoyen, parce que déjà, vous avez vu, avant, il y a peut-être 2 ou 3 semaines, les ambassadeurs ont sorti la liste d'un certain nombre de postulants à ces élections. Vous voyez donc que beaucoup d'entre eux ont eu à battre en recul, en disant, et ils ne participent plus à cette élection. Donc je pense que les mesures sécuritaires sont bonnes, elles sont prises, et c'est une très bonne chose. Le président de la République a anticipé dans le sens de la sécurité. Mais je dis toujours, comme je venais de l'indiquer avec force tout à l'heure, il faut faire attention, parce que quand on militarise un petit trop, les gens, ça crée une psychose, et les gens prennent du recul. Voilà, justement, Yannick Owona, il y a ces images-là. Depuis 2 jours, on a vu les populations quitter ces régions-là pour se rabattre dans les 8, on va dire, un peu plus stables. Qui va donc finalement voter? Qui va voter? Je ne suis pas dévot pour le dire, oui. Vous savez, mais je veux dire qu'en réalité, nous savions avant lors de la convocation du corps électoral que nous avons au nord-ouest, oui. D'ailleurs, et au nord-ouest et au sud-ouest. Donc, ce n'est pas maintenant que nous allons nous poser la question de savoir qui va voter, puisque ces populations étaient dans la brousse, elles avaient fui, c'est-à-dire la répression qui s'était abattue sur la région, c'est-à-dire partagée, et surtout des rebelles, c'est-à-dire on va les appeler comme ça, des assaillants qui venaient et qui interdisaient aux populations de rentrer dans la ville. Donc maintenant, qui va aller voter? Forcément, ceux qui se trouveront là et qui auront le courage effectivement d'aller voter. Mais toute chose il y a un constant, c'est qu'en réalité, nous appelons massivement les gens à se mobiliser effectivement pour aller voter. C'est-à-dire le prétexte de la situation au nord-ouest, et justement, c'est un prétexte justement pour que le Camerounais lambda se réveille et se mobilise afin qu'on obtienne le changement. Parce qu'en réalité, la situation au nord-ouest découle quand même d'une mauvaise gestion du pays. Et tout à fait, c'est-à-dire nous sommes là parce que le pays a été mal dirigé, c'est-à-dire les affaires publiques ont été mal menées, et alors il faut que, dès à présent, qu'on puisse apporter un changement à cela. Ok. Monsieur Lindjebaye, le docteur Soba parlait de cette militarisation qui peut, elle aussi, entraîner une psychose, la naissance de la psychose. Il y a de l'autre côté les séparatistes aussi qui font, comme je l'ai dit, qui imposent leurs lois. La population est entre 2 psychoses. Je suis né avant 1960. Oui. J'ai eu l'occasion de connaître à mon très jeune âge, 56 ans, ce que c'est que l'insécurité. Parce que j'ai vu l'indépendance du Cameroun. J'ai vécu quelques années avant l'indépendance du Cameroun. Et j'y suis encore. Donc j'ai connu les années 60, 61, 62, 63, 61, 62. Vous avez connu les événements de 55? Bien sûr. Les événements de 55, je crois que j'avais quelques années. Oui. Mais j'ai connu les années même raconté, de 57, 58, j'avais déjà 5-6 ans. Oui. Je les ai connus. Je sais comment il fallait que ma mère aille servir à manger en brousse à mon père. En brousse. Tous les soirs. Ah oui. Il ne dormait pas à la maison. Nous étions jeunes. Et au même moment, on disait que il y a les maquisards. Et les maquisards sont
brousse. Imaginez que dans la journée, d'une manière ou d'une autre, vous êtes peut-être en ville, le soir, il fait noir, il n'y a absolument rien, pas de lampe, pas de torche, mais vous devez aller en brousse où on dit qu'il y a les maquisards. Ça, tous les Sanaga marins du Nyong-Ekele, de la Sanaga maritime de mon âge, un peu mes égaux ou avant moi, ont vécu cette situation. Ça sent mauvais, très mauvais, parce que l'insécurité, nous sommes sur ce plateau, pouvons tout dire, tout imaginer, mais le vécu de ces personnes qui sont là-bas, ils ne dorment pas, ils sont malheureux, ils ne ressemblent pas à des personnes comme vous et moi, ils n'ont pas cette liberté de faire ce qu'ils veulent. Imaginez quelqu'un qui est déporté pour toute une famille, il ne sait même pas s'il reviendra. Quelqu'un qui perd tous ses enfants, toute sa famille, toutes ses richesses, ses terrains, il n'a plus rien, il est en débandade totale. Ça fait excessivement mal. Nous, à notre époque, on a vu ce qu'on appelait les ralliés. C'est-à-dire les gens qui étaient partis en brousse d'une manière ou d'une autre, lorsqu'on a fait l'amnistie ou tout un tas de choses, étaient revenus. Les ralliés. Le camp de ralliement. On a vu les déplacés à notre époque, où ce n'était pas aujourd'hui, ceux qui étaient un peu dans des profondeurs de la brousse, dans la grande Sanaga maritime et autres, on faisait des constructions au niveau des grandes routes périphériques pour que ceux-là, on leur donnait des terrains, on leur donnait un certain nombre de choses, on leur donnait à manger, on ne les envoyait pas n'importe comment pour aller se loger, mais on construisait, n'est-ce pas, des quartiers, et des chefferies et autres pour que ceux-là, ils viennent. Après la guerre, ils sont repartis, toutes ces populations, chez elles. Aujourd'hui, ces populations vivent paisiblement. Je m'en réjouis que les autres panélistes sont en train de décrier la même chose. Quand il y a trop de forces de l'ordre, aujourd'hui, comme ça se passe, il faut appréhender. Nous en sommes tous d'accord. Mais quand c'est une espèce d'exhibition, ça devient autre chose. Ça fait peur. Cette peur fait en sorte qu'il suffit de voir 2 ou 3 camions, la manière dont les gens sont vêtus, avec une espèce de suffisance et autres, il suffit qu'on rencontre quelqu'un qui a peut-être fait ding-ding dans la tête et autres, il est traité pour moins que rien, c'est un coup de poing, peut-être c'est une fusillade et autres, on ne cherche même pas à identifier. Donc, d'un camp comme de l'autre, nous devons faire extrêmement attention. C'est là que nous autres nous sommes sur ce plateau, c'est là que nous autres nous cherchons des suffrages pour pouvoir porter la voix, les voix, pour qu'on puisse essayer de comprendre pour atténuer cette situation. Ce n'est pas un bras de fer. Le président de la République joue son rôle. 1. 2. Le Premier ministre, c'est d'abord sa région. Il est natif du Nozo. Il est hors de question qu'en sa qualité de Premier ministre, que les élections puissent se passer ailleurs sans qu'il rabatte les troupes chez lui. Parce qu'on verra également, comme venait de dire les autres là tout à l'heure, le taux de participation chez lui. C'est un élément fondamental. Certainement, après une élection, il y a un remaniement ministériel. On regarde. Ça va jouer Mais bien sûr, normalement, on doit juger là où, par rapport à ses origines, qu'est-ce qu'il a pu faire. Il est Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Cameroun, mais il est ressortissant du Nozo. Il sera d'abord jugé sur les problèmes du Nozo. D'abord, est-ce que c'est quelqu'un qui essaie d'apporter un peu la prospérité? Est-ce que c'est quelqu'un qui est apaisant? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas exubérant? Est-ce que c'est quelqu'un qui est d'une manière ou d'une autre fait appel? Donc, nous également, notre devoir, si nous allons aux élections de 9, c'est parce que nous voulons qu'il y ait des institutions fortes, qu'il y ait un respect, n'est-ce pas, de ceux qui gouvernent ce pays. Le président de la République a déjà été élu. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on reviendrait là-dessus. C'est son devoir de donner des orientations. Quand il donne donc les orientations, est-ce que ces orientations sont matérialisées? Est-ce qu'elles sont effectives? Est-ce que nous le ressentons? Est-ce que chacun ne les prend pas d'une manière ou d'une autre pour essayer de créer le matu-vu? Je crois qu'il faut éviter l'extrémisme. Ok. Docteur Luison Issomba,
le candidat du Social Democratic Front à la dernière élection présidentielle, Joshua Nabangui aussi, devant Clément Atangana, au Conseil constitutionnel, justifiait le score du Social Democratic Front par le fait que, dans son fief, le fief du SDF, les gens n'étaient pas allés, n'avaient pas exprimé leur droit de manière libre pour la présidentielle. Est-ce qu'on ne s'achemine pas vers ce genre de scénario aussi pour ce double scrutin? Est-ce que les gens vont vraiment librement à cette élection? Non, pas du tout. Pas du tout. Regardez que le contexte ne fait que aller de manière dégradante à l'élection présidentielle. J'ai envie de vous demander, est-ce qu'on était obligé, docteur Louison Issoumba, vous qui enseignez le droit, est-ce qu'on était obligé d'organiser l'élection dans cette partie du camp? Mais justement, M. Sejalot, je pense que c'est toujours ce plateau que j'appelais de tous les vœux au renvoi de cette élection. Parce que, regardez, une élection a 3 missions. D'abord, la pacification des rapports entre le peuple et les gouvernants. Pacification des rapports. Cela veut dire, vous voyez que dans la pacification des rapports, il y a la paix, il y a la tranquillité, il y a la sécurité, il y a la liberté. Et la deuxième mission d'une élection, c'est justement le choix des dirigeants. Et tout cela dans le choix, vous voyez que dans le choix, il y a toujours en filigrane la paix, la liberté. Et la troisième mission qui est une mission sanction, c'est-à-dire que la mission sanction qui consiste aux électeurs de pouvoir sanctionner les dirigeants en qui ils ont accordé le suffrage et qui n'ont pas répondu aux promesses qu'ils avaient faites. Donc, voilà les 3 missions. Et quand on s'endosse sur ces 3 missions, on se rend effectivement compte que une élection doit se dérouler dans des conditions optimales de sécurité, de liberté. Et même pour aboutir justement à des élections transparentes. Or, vous voyez que l'escalade de la violence ne fait que se perpétuer. Moi, je n'ai même plus un problème quant à la sécurité lors des élections. Mais c'est la sécurité après les élections qui va me sembler plus importante et plus capitale. Vous vous rappelez, je me rappelle de l'image d'un sécessionniste qui est allé rendre visite à l'Afrique, gouverneur de Bamenda. Il lui a dit, sorti de la bourse. Il lui a dit, mon père, moi je suis sorti de la bourse, je suis républicain désormais. Mais 2 jours plus tard, il a été tué. Donc cela veut dire que... Non, docteur Louison, vous oubliez un détail. On lui a demandé de porter le message à ceux qui sont en brousse. Voilà. Reparti vers eux, il a subi l'estocade finale. Vous voyez donc que ces ambazoniens ont des moyens, parce que quand on regarde, ils identifient d'abord tous ceux qui postulent à l'élection, c'est-à-dire qu'ils ont écrit aux différents participants pour leur dire, ok, vous vous êtes identifiés, vos familles, vos maisons, ça fait de sorte que, allez-y au vote, mais au moment venu, vous allez nous rendre des comptes. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que les forces de l'ordre qui sont établies depuis un bout, nous avons vu tous les Camerounais arriver du matériel de l'État, avec beaucoup d'emphase. Ça a été diffusé sur toutes les chaînes à grand renfort de publicité. Nous avons vu déjà ce déploiement des militaires qui descendent au jour le jour, étape par étape. Mais comme je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est jamais le tout, ce n'est pas lors de l'élection. Il faudrait que cette militarisation, il demeure pendant au moins 1 an. Parce que s'ils repartent juste après que le processus électoral soit achevé, je vais vous dire que l'escalade va monter en puissance de ce côté et les ambazoniens vont faire très mal sur les populations. Vous-même vous disiez il y a un instant que cette militarisation, entre guillemets, crée une autre psychose. Oui. Cette présence va... Non, cette présence... Comment la population va l'accueillir? Déjà, Serge Alain Otto, on ne va pas se voiler le visage. Retenons qu'il y aura une faible participation. Oui. C'est vrai que pour un vote, on ne peut pas avoir 100% de participation, comme on ne peut pas aussi avoir 0% de participation. Vous savez déjà que tous ces militaires qui sont déportés de ce côté-là, étant en une mission exceptionnelle, ont le droit de voter sur place. Donc, ils sont déjà en nombre de 800. Il y aura déjà dans le vote. Le vote sera établi. Mais maintenant, c'est la faible proportion liée au degré de participation des populations qui peut poser un sérieux problème. Et vous savez, le tout, c'est que même s'il y a 5 personnes qui ont voté, nous tombons dans ce qu'on appelle la légitimité légale rationnelle. C'est-à-dire que désormais, même s'ils sont sains et qu'ils ont choisi un des dirigeants, monter devant le Conseil constitutionnel pour les élections législatives, dès que le Conseil a déclaré les résultats, ça va, c'est-à-dire qu'ils bénéficient d'une légitimité légale rationnelle. Et à partir de là, M. Sejalot, le seul problème
pour lequel moi je reste, je prends peur, c'est simplement que on se rend compte que l'État du Cameroun a tenu à justement organiser cette élection, quelles que soient les conditions sécuritaires. Et d'où la posture de certains partis politiques qui ont décidé de se retirer de ce double scrutin. Mais aujourd'hui, la logique consiste que, compte tenu du climat et que le contexte sécuritaire est fragile, et que l'État a décidé d'organiser cette élection, le président de la République est monté sur le créneau en indiquant la masse des mesures sécuritaires prises pour que les gens aillent librement voter. Je continue et j'ai la faiblesse de croire que cette élection aura la forte participation souhaitée, puisqu'on l'a déjà vu à l'élection présidentielle, quand les escalades même de la violence n'avaient pas encore atteint des proportions inquiétantes. Maintenant que c'est un peu plus dangereux, vous avez vu déjà au nord-ouest, au sud, les transporteurs ont déjà manifesté leur retrait, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de ne plus convier les voyageurs, ainsi de suite. Donc ça veut dire que les stratégies mises en place par tous ceux qui veulent, disons, propulser cette élection vers le boycott, se mettent en place, mais je dis, c'est un peu difficile de partir dans cette élection, surtout du nord, dans les populations du nord-est et du sud-ouest. Patrick Ouna, il y a un problème. Comment protéger les populations qui vont se rendre dimanche prochain pour accomplir leurs devoirs? Comment les protéger après? Nous vivons dans un pays qui a ses institutions. C'est-à-dire, comment les protéger? L'État est là pour les protéger. L'État et ses forces de défense. La gendarmerie, la police, l'armée, bien évidemment, qui fera son travail. Nous pensons, c'est-à-dire la question ne se poserait pas dans ce sens. Nous pensons que la véritable question est de savoir qu'est-ce qui peut susciter l'engouement pour aller l'engouement vers cette élection. En réalité, c'est que justement, il y a la situation au Nozo. C'est-à-dire le Nozo devrait être le déclencheur d'une véritable révolution dans ce pays. Vous savez, c'est-à-dire les difficultés qu'endurent les populations du Nozo, nous ne les ignorons pas. Et de même que nous n'ignorons pas leur combat, c'est-à-dire qui découlent des mauvaises conditions de vie. Il est donc question que les Camerounais tous ensemble aillent comme un seul homme, comme M. Soumbala dit, aillent comme un seul homme, voter massivement le 9 février afin qu'on apporte un changement à ce pays. On apporte un changement au système, dans le système dirigeant, au sein même du système dirigeant. Vous savez, nous sommes là face à des élections locales, c'est-à-dire les municipales et les législatives. C'est là qu'on décide de qui va gérer la cité. C'est là qu'on décide de qui fera les lois. Et il faudrait que dès maintenant, les Camerounais comprennent bien que ce n'est pas dans 5 ans qu'on désignera les dirigeants de ce pays. C'est dès maintenant qu'on prépare la nouvelle génération de leaders qui vont accompagner le Cameroun vers le progrès, dans le progrès. Donc, il est fondamental et important que nous le rappelions ici, qu'en réalité, les Camerounais doivent être mobilisés. Nous attendons une mobilisation franche et massive pour aller aux élections et choisir leurs dirigeants. Vous parlez au besoin. Vous vous situez où? Dans les 8 régions francophones ou bien même dans les régions de même dans le Nozo, j'estime que, et vous posez la question, et l'ECAM a sollicité du gouvernement un appui autour des bureaux de vote. Oui. Et je vous ai dit tout à l'heure que l'ECAM a identifié des centres de vote, n'est-ce pas, qui devaient accueillir, dont les bureaux étaient regroupés. Oui, les centres de vote. C'est plus parsemé, c'est plus difficile à gérer. Or, actuellement, comment on fait pour arriver au centre de vote? Voilà, les dispositions certainement ont été prises. C'est-à-dire, je vous ai dit, l'État est là, c'est la superstructure, c'est-à-dire qui va prendre des dispositions afin que les populations qui souhaitent voter aillent voter dans les centres désignés par l'ECAM. Vous voyez? Donc, c'est des cantonnements, c'est regrettable, mais on peut... C'est-à-dire, la situation au Nozo, c'est regrettable, mais la situation au Nozo est suffisante pour provoquer le soulèvement démocratique que nous attendons. Okay. Et nous avons foi au regard des retours de terrain, c'est-à-dire nous avons fait le terrain ces 2 semaines de campagne qui s'achèvent. Oui. Nous avons foi en ce que les Camerounais sont déterminés à apporter le changement qui est nécessaire à leur propre vie. Voilà, d'abord, docteur Lison, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, juste ajouter que tout à l'heure vous avez lu, je crois, une instruction du préfet. Oui. C'est une instruction, une note de service, je ne sais pas si c'est une instruction. Note de service. Voilà, une note de service du préfet qui demande obligatoirement d'aller voter.
Non, le sous-préfet. Le sous-préfet. Une œuvre du sous-préfet. Oui. Voilà. De quel arrondissement? Mondéba. Mondéba, c'est dans le nord ou est-ce que... Dans l'Indien. Dans l'Indien. Sud-ouest. Voilà, c'est dans le sud-ouest. C'est là qu'on peut traduire le grand malaise. Parce que si vous voyez déjà une autorité administrative demander obligatoirement, je dis bien obligatoirement, la seule fois que une autorité administrative de haut vol a demandé obligatoirement aux gens d'aller voter, c'est le regretté Ahidjo, sous l'air du monolithisme. Aujourd'hui, nous sommes dans une démocratie pluraliste. On ne peut plus imposer. Donc, le fait pour l'autorité administrative de demander aux gens obligatoirement d'aller voter, cela peut nous permettre de comprendre le malaise qu'il y a au fond. Parce que ces autorités, en réalité, ont ce souci de ce que toutes ces populations aillent accomplir leur devoir citoyen. Donc, ça permet justement de croire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un malaise qui ne va pas, qui mérite d'être souligné. C'est juste l'élément que j'ai voulu. Ok, et Roseline Djibayi, l'Union... Non, oui? C'est pénible. Ça fait mal. J'ai dit tantôt que le vote est libre et l'expression de la démocratie. Imaginez un citoyen, lorsqu'on lit la note, une voiture militaire vient se tenir chez le chef de village, on demande aux gens d'entrer, d'aller à 50, 100 km, je sais pas, aller voter. Ils ont donc suspendu, obéir les instructions du sous-préfet, du chef de village qui note, et le soir, lorsque ces populations rentrent, quelle sera la position de nos des ambazoniens et de ceux qui sont pour le boycott? Donc, cette peur, déjà, c'est un malaise total. Je peux vous rassurer que très peu de gens auront une nuit sereine ce jour-là. Parce qu'ils sont sur le qui-vive. Je m'en vais voter, on m'a vu. Est-ce que je vais rentrer? Si je rentre, qu'est-ce qui m'attend le soir, ou en route, ou on laisse même la journée passer? Demain, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je crois que le sous-préfet n'avait pas intérêt à sortir une telle note. Une telle note. C'est extrêmement grave. Ça veut dire que le même sous-préfet donne une injonction. Et, forcément, il pourra également déterminer le taux de participation. Dans ma circonscription, 500 personnes sont allées voter, le taux, elle déteint, et c'est ce qu'on va brandir. Et que ce n'est pas la réalité, et voilà tel ou tel parti qui a gagné avec tel ou tel pourcentage. Quand les gens même ne se reconnaissent pas ce jour-là pour le nombre de voix valablement exprimées en faveur de telle ou de telle autre formation politique. C'est le zèle. Ok. Docteur Luzon Issoumba, il y a cette notion-là qui revient à tous les coups. Est-ce qu'il y a une légitimité qui va se dégager au sortir du 9 pour ces élus-là du nord-ouest et du sud-ouest? Oui, je l'ai indiqué tout à l'heure. Au taux de participation qu'on imagine, comme vous l'avez dit, on imagine qu'il sera très faible. Déjà, je l'ai indiqué, le taux de participation sera faible, mais comme je l'ai souligné tout à l'heure dans mon argumentaire, j'indiquais que même si tous ceux qui sont choisis de ce côté, c'est-à-dire dans le nord et le sud-ouest, sont choisis à un bas pourcentage, ils bénéficient de ce qu'on appelle la légitimité légale rationnelle une fois que les institutions compétentes auraient publié les résultats et leur conféré le statut de député ou de conseiller municipal. Donc, ils bénéficient de cette légitimité. On ne va plus faire la différence entre celui qui a été élu à Yaoundé à 90% et celui qui est élu au nord-ouest à 2%. Donc, c'est pourquoi je vous indique qu'une élection, on ne peut pas autant avoir 100% de participation et on ne peut non plus avoir 0% de participation. La preuve en est que tous ces militaires qui sont allés du côté du Nozo vont aller accomplir leur devoir, parce que au-delà de la casquette des militaires, ils sont d'abord des citoyens. Ils doivent accomplir, puisqu'on dit que le vote est un devoir citoyen, donc ils vont d'abord accomplir leur devoir citoyen. Et maintenant, quitte à voir, ils voteront pour qui?
là, la question ne se pose pas. Mais ce Pourquoi qui se pose pas la question ne se pose pas parce que c'est déjà presque connu à l'avance. On ne va pas la dévoiler ici, la réponse. Donc, c'est déjà dit que le pot de patient étant mince, c'est les ressortissants qui seront élus, les dirigeants qui seront élus de ce côté-là auront une légitimité légale rationnelle. Et moi, j'ai trop peur de la suite, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils auront ce statut, alors vont-ils vivre dans les zones dites querellées? Alors là, M. Serge-Tout, c'est encore une autre paire de manches. Oui. Parce qu'il faut pouvoir régler cette question. Vous avez vu, avant même la tenue de cette élection, qui va d'ici un jour plus tard, vous avez vu que les ambassadeurs demandaient déjà à tous ceux qui avaient bénéficié d'un statut d'élu, que ce soit du NDPC ou du SIF, on leur demandait déjà d'abandonner ce statut. Donc cela veut dire que la même pression peut recommencer après cette élection du 9 février 2020, sur ceux-là qui auront la casquette d'élus qui bénéficieront des suffrages du peuple. Donc je dis, c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que c'est encore bon que, comme on est dans l'option de la militarisation, il faudrait que ces militaires restent encore plus longtemps dans ces zones, sinon on va vivre des escalades de violence inimaginables. Voilà, Thierry, il y a justement ce problème-là qui revient tout le temps. Nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest se plaignent de cette militarisation. À cela, on vient d'ajouter ces contingents-là, 350 pour le Nord-Ouest, 350 pour le Sud-Ouest. Est-ce que ça n'aggrave pas la situation? La perception qu'on a de l'homme en tenue de ce côté? Évidemment que c'est une perception, c'est négative. Moi, j'ai des témoignages d'amis, de parents qui vivent sur zone, qui ont vécu sur zone et qui sont revenus du côté francophone, si on peut ainsi dire, dans la région du centre notamment. Des gens qui ont perdu leurs proches parents, assassinés comme ça. Tout récemment, lors de notre tournée, c'est-à-dire sur le terrain, nos campagnes sur le terrain, nous étions dans une zone de recasement, c'est-à-dire où les populations du nord-ouest et du sud-ouest se trouvent, notamment du nord-ouest. Et nous étions franchement émus parce qu'en réalité, ces personnes nous ont fait comprendre qu'en réalité, elles-mêmes, elles étaient pour la paix. Vous savez, les populations au nord-ouest et au sud-ouest sont favorables à une pacification. C'est-à-dire qu'ils veulent retourner dans les villes. Mais le problème, c'est que quand on commence une guerre, il est difficile de l'achever. Oui. C'est-à-dire que la guerre, on ne doit jamais la commencer. C'est regrettable. Nous regrettons tout cela, mais nous disons encore que, et ce que nous disons, c'est au vu, et après avoir écouté ces notabilités parfois qui se trouvent là ici, voilà, qui nous disent qu'elles sont favorables à la paix. Elles veulent un retour à la situation normale, d'antan, mais pas dans les conditions que nous savons, c'est-à-dire de mauvaise gouvernance, de déficit en électricité, en eau potable et je ne sais pas quoi. En réalité, ces populations-là du nord-ouest, qui sont même en brousse, veulent le changement que nous appelons tous ici de nos voeux. La révolution morale qui est indispensable au progrès du Cameroun. Et nous avons foi en ce que celles qui iront voter choisiront certainement, opteront pour ce changement-là. Et nous ne pouvons que les appeler à se mobiliser également. Est-ce que le PCRN a présenté des candidats de ce côté? Évidemment non. Évidemment non, parce que nous n'avions pas de candidature de ce côté. C'est pas parce que nous ne voulions pas présenter des candidatures. Nous n'avions pas de candidature qui remontait, aucune candidature n'est remontée de toute façon. Mais le PCRN a présenté les candidatures un peu partout ailleurs et va à la rencontre des communautés anglophones, les frères du nord-ouest et du sud-ouest, qui ont été gravement touchés par la crise et qui, elles, d'après ce qu'elles nous disent, c'est qu'elles veulent la paix. Et surtout, elles attendent de cette élection un changement. Okay. Changement dans la façon de gérer le pays, changement au niveau des dirigeants, au niveau local. Ok, M. Ndjebayi, l'UNDP, par contre, a présenté des candidats merci, dans le nord-ouest et le sud-ouest. Non seulement dans le nord-ouest et le sud-ouest, mais dans l'ensemble du territoire national. Je crois que nous sommes un des rares partis, en dehors du parti au pouvoir. À chacune des élections, nous avons des candidatures, des candidats dans presque toutes les circonscriptions. J'en profite d'ailleurs pour dire que dans l'ensemble de la République, nous avons fait de 150
nous présentons en fait 150 circonscriptions au niveau des municipales et plus de 70 pour les législatives. Nous avons donc des candidatures dans le nord-ouest et le sud-ouest. De deux, nous exhortons nos frères du nord-ouest et du sud-ouest d'aller voter. D'aller voter, pourquoi? Parce que nous sommes à la recherche d'un Cameroun stable, un Cameroun où il y a une cohésion sociale. Nous pensons qu'il y a eu un premier dialogue qui s'est tenu. Et après cette élection, qu'un autre dialogue puisse également se tenir. Et que les résolutions qui ont été prises, déjà les premières résolutions qui ont été prises, soient vraiment d'application. Cela donnerait une espèce de crispation, cela donnerait une espèce de La guerre, dans le Nozo, si nous pouvons dire la guerre, elle est asymétrique. L'insécurité n'est pas seulement au nord-ouest et au sud-ouest, c'est dans l'ensemble du territoire national. Nous parlons tout à l'heure de Nozo, mais sur ce plateau également, j'ai suivi certains camarades des autres formations politiques. Nous sommes d'accord pour la sécurisation, n'est-ce pas, des urnes, pour qu'il y ait une bonne suite favorable pour une élection. Déjà, certains comités ou organisations sont déjà en train de se mettre en place. Il ne faudra pas que cela se retourne comme ce qui se passe au niveau du Nozo. Faisons donc très attention pour les mots d'ordre que nous, les leaders d'opinion, nous donnons dans nos communications. Ne cherchons toujours pas à nous mettre, n'est-ce pas, au combat. Essayons de trouver d'une manière ou d'une autre des voies et moyens comment nous en sortir de cette crise. Parce que c'est nous qui subissons les effets de ce qui se passe dans le Nozo. Imaginez 800 soldats, tout corps confondu. C'est le déplacement, avec tout ce que cela comporte. Qui paye? Qui paye? C'est vous et moi qui payons la note. C'est très compliqué. C'est une guerre, disons une guerre, c'est un conflit asymétrique. Ce n'est pas deux nations qui sont en train de faire la guerre ou qui sont dans des problèmes. Non. Faisons donc très attention. Je vous pose également la question que j'ai adressée à Dr Louison Issoumba. Est-ce qu'il était impératif, impérieux d'organiser des élections dans cette partie du Cameroun? Pour l'ensemble du territoire d'abord national. Je suis un des plus hauts responsables de notre formation politique, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès. Sincèrement, nous serons attendus à un report. Très sincèrement. Mais compte tenu général ou bien général déjà compte de la situation que nous vivons à l'heure actuelle. C'est une situation morose, économiquement, une situation que nous traversons dans des conditions assez pénibles. Très pénibles. Bon, est-ce que, s'agissant des législatives, le docteur Louison Issoumba va peut-être nous dire tout à l'heure, est-ce que le président avait encore l'attitude de renvoyer? Je crois qu'il avait l'attitude de les renvoyer. Bon, mais peut-être un problème, comme je disais tantôt, qui paye la note. Organiser d'abord une première élection municipale, une deuxième élection législative, le coût. C'est là que nous parlons de la défense, la maîtrise de la défense publique. C'est extrêmement important. Lorsque moi j'ai vu le budget réajusté, la pression fiscale et autres, j'ai compris que pour organiser une élection, voilà déjà les voies et moyens dont on est en train de chercher. Et qui a payé? C'est vous et moi qui avions payé et qui continuons de payer. Donc, sur le plan déjà économique, nous avons de très grosses difficultés avec ce qui se passe à l'heure actuelle. Dans le Nozo, c'est des zones de production. Qui dit production dit biens et services. Donc, c'est des zones attractives qui apportent la valeur ajoutée. Elles sont sevrées. Elles sont sevrées. On ne travaille pas, on ne paie pas les impôts, on ne paie pas un certain nombre de choses, on doit juste consommer. On ne peut pas continuer à consommer sans produire. Donc la balance est déséquilibrée. Nous irons aux élections le 9. C'est une décision
constitutionnelle, c'est une décision du chef de l'État, et sont de tout faire pour y aller massivement, choisir ceux et celles qui, demain après-demain, pourront revenir absolument sur ce qui se passe à l'heure actuelle dans le Nozo. C'est là que vous me permettez quand même de sortir un peu. Nous avons un certain nombre de propositions que nous aurons à faire à l'Assemblée nationale pour l'apaisement social, pour le retour du vrai dialogue. Le vrai dialogue. Il y a des gens qui ont voulu, à un moment ou à un autre, nous donner une démarche qui avait été balayée complètement de revers de la main pour ce qu'ils disaient il y a 1 an, 2 ans, et voici 3 ans après, on est revenu sur ces mêmes personnes pour dire qu'ils étaient sur le chemin. Sur le chemin. Et continuons donc à explorer tout ce qui se trouve sur ce chemin pour qu'on puisse essayer de stabiliser notre pays. Donc on ne peut pas stabiliser un pays lorsqu'il y a une économie qui est moribonde. Ok, Madame Monsieur, on se retrouve donc après on se retrouve dans quelques minutes pour le journal de Nadine Yambo et revenir sur ce plateau pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Nous serons toujours en compagnie de nos 3 invités pour débriefer le journal de Nadine Yambo. Madame, Monsieur, c'est dans un instant. Sur le plateau Equinox Soir, nous sommes toujours là et nous sommes 4 dorénavant pour cette partie, la dernière d'Equinox Soir, le débrief du journal. Moseline Djebayi est là, le docteur Luison Isomba est là, Patrick Owona également est là et il nous a rejoint sur ce plateau le président du Front Uni du Cameroun, Jean Djenga. Bonsoir président. Bonsoir monsieur le journaliste. Pourquoi ce retard? Ce retard, vous savez que ce pays, tout est bafoué. Il y a eu en ville les embouteillages par-ci, par-là. Il n'y a pas moyen de circuler. Vous savez qu'il y a certains partis qui attendent de faire leur meeting ou bien à partir de 20h jusqu'à minuit. Pourtant, nous, on fait les nôtres dans la journée. Je ne sais pas le pourquoi. Il y a un parti politique qui faisait son meeting. C'est ça qui a fait que vous n'arrivez pas là? Ah oui, il y a des embouteillages un peu partout dans la ville. Okay. Là, au lieu de faire leur meeting dans la journée, ils préfèrent faire de la nuit. C'est pour ça que je suis arrivé en retard. Ok, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, la toute première fois. D'abord, docteur Luison Isomba, on a vu Stand-up Cameroun dans les rues de Yaoundé, à quelques heures, on va le dire comme ça, du double scrutin, appeler les populations à rester chez elles. Comment comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui à Yaoundé? Ce qui se passe en fait, c'est que dans le principe, si on ne va pas à une élection, il ne faudrait pas empêcher les autres d'y aller. Oui. Mais je suis curieux quand même, parce que pendant qu'il marchait, j'attendais voir l'arrivée des forces de l'ordre. En fanfare des forces de l'ordre. Mais nos forces de sécurité commencent par comprendre. Vous savez, il faut laisser les gens exprimer ce qu'ils ressentent. Et la nécessité même de les encadrer. Parce que quand vous voyez, vous avez vu les images, ils n'ont pas tenu 2 kilomètres, ils se sont eux-mêmes arrêtés. Et c'est ce que nous demandons. Parce que quand une formation politique ou une formation voudrait faire une revendication, le principe c'est que une fois que l'information est passée auprès des autorités administratives, qu'on trouve tous les moyens pour encadrer la manifestation. Même si c'est une manifestation spontanée, peut-être comme on l'a vu, parce que je dois vous avouer que aucune nouvelle n'a filtré de la tenue de cette marche. Il semblerait que ça a été une marche spontanée. Oui. Donc en réalité, non, ils ne se sont pas soumis au respect de la légalité en vigueur. Oui. Mais jusque-là, on a vu l'État rester calme, les laisser manifester librement. Je pense que c'est ce que nous devons encourager dans un État. Parce que vous encouragez les gens à ne pas, on va pas dire déclarer. Non, c'est-à-dire que le principe, c'est la déclaration, c'est vrai. Oui. Mais n'occultons pas le fait de ce qu'il peut y avoir une manifestation spontanée. Nous avons vu vous avez vu, je pense qu'à la réélection du président de la République, il y a eu des manifestations qui se sont tenues sur les jeunes qui ont manifesté pour saluer l'élection du président de la République. Je vous avoue que j'avais recherché
le récépissé qui leur donnait le droit de manifester, on n'en avait pas trouvé. Donc, on dit ceci que pour l'État peut à un moment donné faire ce qu'on appelle aussi de la tolérance administrative. Vous avez vu là, ils ont marché et ça s'est achevé. Si on les avait arrêtés, bastonné, vous voyez prendre une autre après, les gens feront aujourd'hui des commentaires sur les arrestations de frères ici, voilà, ainsi de suite. Ça allait meubler les choux gras. Tout s'est arrêté et c'est calme partout à Yaoundé. C'est une autre stratégie. Ok, Moseline Djebaï, justement, au cours de cette manifestation, Edith Kabangwala dit que ces élections demandent aux populations de rester chez elles et ne pas empêcher les autres d'aller voter. Elle dit que ces élections n'apporteront pas de solutions aux problèmes des Camerounais. Je dois dire que d'abord que l'élection est libre, que c'est un devoir citoyen. Madame Kawala et son parti se sont abstenus à se présenter à une élection. C'est la deuxième fois, hein, c'est depuis la présidentielle. C'est une dame leader d'opinion. C'est son opinion. Elle est également libre des agissements et des décisions qui sont prises dans le cadre de fonctionnement de son parti. Elle a organisé une marche. Une marche. A-t-elle obtenu autorisation, oui ou non? Mais nous avons vu qu'il n'y a pas eu des effets de nature à amener une espèce de réflexion auprès de ceux qui étaient là. C'est ce que nous souhaitons. Le rôle de l'administration, l'encadrement. Tout ce que nous avons connu, tous ceux qui sont allés en prison auraient pu... Même si on n'a pas déclaré la manifestation? Non, ceux-là, par exemple, qui étaient allés en prison, d'autres avaient déclaré qu'ils voulaient bien marcher. On allait juste les encadrer. Ils pouvaient quitter peut-être de Bonanjo jusqu'à arriver à la Dibamba. Là où ils s'arrêtent, que les forces de l'ordre soient de gauche à droite. On ne devait pas sortir une espèce d'astérie pour pouvoir les bastonner, pour leur empêcher. C'est l'expression de la démocratie. Donc, elle est libre de faire ce qu'elle veut, à sa liberté, c'est son droit de s'abstenir, etc., etc. Donc, il y a les limites. À partir du moment où elle ne gêne personne, en tant que telle, elle n'obstrue rien, elle n'enfreinte rien par rapport, n'est-ce pas, à l'organisation pour son défilé, pour sa marche. Je ne vois pas pourquoi cette manifestation, en réalité, les manifestations devraient être interdites. Elles doivent tout simplement être encadrées. Donc, elle est courageuse, elle est brave, elle doit assumer, n'est-ce pas, sa responsabilité. Elle a assumé, elle dit qu'elle veut aller aux élections, elle donne un mot d'ordre. Mon souhait est que ce mot d'ordre ne soit pas respecté. Mon souhait. Parce que nous sommes candidats. C'est également notre opinion. Le jour où le 9, nous aurons à exprimer notre opinion, il faut donc pas qu'il y ait un empêchement ou un blocage. Je crois qu'elle a été encadrée, on ne l'a pas empêché de faire sa manifestation, elle ne devra non plus empêcher les uns et les autres d'aller voter. Patrick Kawala, justement sur cet aspect, Kawala dit que ceux-là qui ne vont pas sortir dimanche ne devraient pas, quand ils demandent aux populations de rester chez elles, ne veut pas que ces populations empêchent les autres, comme vous, et vous, d'aller exprimer leurs droits citoyens, leurs devoirs citoyens. Tout à fait. C'est une bonne attitude de Kawala? Elle est dans son rôle. Oui. Mais nous disons au PCRN que, justement parce que la situation au nord-ouest a été causée par le régime en place, il est important que toutes les populations se mobilisent massivement pour aller voter le 9 février et sanctionner ce régime qui est la cause de ce problème au nord-ouest. Elle dit justement que vous qui allez à ce double scrutin, les solutions, vous allez les apporter comme sur le véritable changement. C'est elle qui le pense. Nous avons des solutions, par exemple à la crise au nord-ouest. Nous avons des solutions aux problèmes que connaissent les Camerounais au quotidien. Des propositions de solutions. Oui, nous avons des solutions, je vous dis, nous avons des solutions aux problèmes que connaissent les Camerounais au quotidien. Nous pouvons les résoudre. Et il est justement question de mettre dorénavant au sein des institutions de la République infra-étatiques les hommes qu'il faut, à la place qu'il faut. Et nous disons aux populations, nous réitérons que parce que justement le régime est la cause, le régime dirigeant, le système dirigeant est la cause de la crise au nord-ouest et au sud-ouest,
il faut sortir massivement pour aller voter le 9 février afin de sanctionner ces dirigeants qui n'ont pas su gérer la chose de la cité. Ok. Président Jean Dienga, justement, lorsque Edith Kambawala dit que pas de solution au problème d'eau, pas de solution au problème d'électricité, on a suivi également dans le reportage du journal de Nadine Yambou, vous savez, votre sortie à l'aéroport, c'est bien cela. Vous dites que vous mettez sur pied une politique de logement, maison en Carabote, vous allez construire des R+5, c'est ça? C'est ça. Et distribuer de l'eau, 3 bonnes fontaines par quartier. Oui. Comment? Dites-nous. Vous dites que les populations qui ont les maisons en planche, en Carabote? En Carabote. En Carabote? Oui. Doivent se rapprocher de... la maison de Carabote, à un certain temps, ça devient comme la poussière. Ça se transforme en poussière. C'est pour cela que j'ai dit. Je voulais d'abord saluer mes militants. Oui. Le Douala deuxième. Ceux de Newton que j'étais avec hier. Ceux de Carrefour du Manteau. Ceux de quartier Congo. Et tous mes militants qui sont à Douala deuxième. Je rappelle que vous êtes tête de liste FUC, oui. Et la mairie, pour la mairie de Douala deuxième. Et législative Voury Sud. Oui. J'ai dit à la population de Douala deuxième ceci, que si demain, au soir du 9, nous gagnons cette élection, ceux qui sont mal logés, ceux qui ont les terrains non conçus, ceux qui ont les maisons en Carabote, s'ils veulent notre aide, ils peuvent s'approcher à la mairie de Douala deuxième. Nous allons chercher les fonds à l'étranger, faire la jumelation des mairies pour construire la maison. Ça veut dire quoi? Par exemple, la personne qui a un terrain de 500 mètres carrés, il vient vers nous, nous allons construire, pas sa volonté, nous allons construire un petit HLM de 5 niveaux. Et là... Habitat loyer modéré. Pardon? HLM, habitat loyer modéré. Habitat définitif. Les nouveaux immeubles qu'on voit qu'en Europe. Pardon, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Non, je ne veux pas d'aide, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Non, ne m'aidez pas. Ne m'aidez pas, s'il vous plaît. On m'a donné la parole. Je voulais donner seulement le terme qui... Non, ne donne pas le terme. Non, ne me donne pas le terme, s'il vous plaît. Allez-y, Président. S'il vous plaît. Ce 5 niveaux, après avoir conçu les 5 niveaux, le propriétaire terrain aura 2 niveaux et la mairie 3. C'est ce qu'il veut dire, Monseigneur. Non, je ne veux pas. Ce n'est pas son projet, monsieur. Laissez-moi parler de mon projet. Je ne veux pas d'aide. Voilà. Puisqu'on va dire que les gens vont déjà peut-être tricher mon projet. Alors, les gens vont tricher votre projet? Oui, monsieur le journaliste. Le propriétaire 2 niveaux. Oui. La mairie 3 va niveaux. gérer 3 niveaux pour un temps déterminé. Ça veut dire qu'on va faire un contrat un peu à long terme, dans les 30 ans. Après peut-être 30 ans ou 25 ans, quand la maison reviendra au propriétaire. Voilà, c'est ça. Ok. Et j'ai dit aussi que Douala deuxième a 33 quartiers. Oui. Les 33 quartiers, nous allons construire chaque quartier 3 bonnes fontaines. Ça veut dire 99 bonnes fontaines. 90. Gratuit. Pour que vous savez que l'eau, c'est la vie. Les gens souffrent beaucoup. Ça vous rappelle votre enfance? Il paraît qu'à l'époque, il y avait les bonnes fontaines partout. Oui. C'est ça que vous voulez ramener à Douala deuxième? Mais c'est normal. L'eau, c'est la vie, monsieur le journaliste. Et ensuite, nous, quand nous étions à l'école primaire, il y avait les premiers soins gratuits.
quand on fréquente, on distribuait ce qu'on appelle la Nevaquine gratuitement. Et la population de Douala deuxième, je vais les distribuer, la Nevaquine au moins minimum. Okay. Une fois par an. Et comme il y a beaucoup de moustiques là à Nebel, je vais aussi faire Douala deuxième, tout Nebel, tout Mgangue, partout, c'est toujours Douala deuxième. Nous, tout ce qu'on sort, c'est Douala deuxième. Je vais faire pulvériser les insecticides au moins une fois par an, gratuitement. Okay. Et comme dans notre pays, les enfants de football conçus aussi des stades à Nebel. Il y a encore de l'espace là-bas? Il y a l'espace banque. Il y a l'espace partout, à Nebel. Vous avez détruit la maison? Je ne vais détruire la maison de personne. Je suis d'abord un homme de l'église. Je ne peux pas me mettre à détruire des maisons des gens n'importe comment. Okay. À l'église, je suis aussi un responsable de diaconie. Oui. Ça veut dire une personne qui s'occupe des gens qui n'ont rien. Ok. Voilà. Okay. Il y aura ça aussi. Monsieur, je n'ai pas terminé. Laissez-moi parler. Allez-y. Vous m'avez invité pour... Laissez-moi parler, m'exprimer. Allez-y. Et à Douala deuxième, vous savez que Douala deuxième, l'aéroport international de Douala, oui, est à Douala deuxième. Normalement, Douala deuxième devait être la vitrine de Douala, la vitrine du Cameroun. Vous comprenez? Voilà, même mon frère Dalo qui est d'accord avec moi. Là, quand on atterrit à l'aéroport, on descend à Newton, il n'y a pas d'accès pour entrer. Et nous allons faire goudronner des routes. Faire goudronner des routes, c'est-à-dire créer des emplois. Et nous allons créer, encore aussi à Douala deuxième, la circulation, beaucoup de bus. Les bus seulement à Douala deuxième? Non, mais je suis d'abord à Douala deuxième, je ne suis pas, c'est pas l'élection présidentielle. C'est l'élection présidentielle. Quand vous dites à Douala deuxième, je suis candidat d'avoir Douala deuxième, je dois avoir aménagé Douala deuxième avant de penser aux autres. Okay. Voilà. Je reviens à vous, hein, vous permettez. D'accord. Docteur Luison, est-ce que au sortir du 9 février, on peut voir l'émergence de cette nouvelle classe de dirigeants dont parlait Emmanuel Macron après la présidentielle 2018? Je pense que c'est l'un des challenges. Est-ce que vous regardez le PCRN et toutes les autres formations en compétition pour ce double scrutin? Je voudrais emprunter... Est-ce que ces gens-là peuvent véritablement bousculer le RDPC? Je voudrais emprunter au propos du professeur Yaoundé qui disait que démocratiser, c'est introduire des nouvelles institutions et d'introduire des nouvelles personnes. Et ça se vit sur le terrain de la manière la plus forte, c'est-à-dire auprès de la population. Pendant ces 2 semaines de campagne, vous avez senti quelque chose? Il y a des clés qui démontrent quand même, qui démontrent clairement que les populations ont envie de voir des nouvelles personnes. C'est-à-dire qu'on a des noms redondants qui reviennent chaque fois et qui ne reviennent que lorsqu'il y a les élections qui sont lancées. Aujourd'hui, le souci au sein des formations politiques, c'est de voir des nouvelles personnes. Et je vais vous... Il y a d'ailleurs l'instruction, la note du président de la République, même dans son propre parti, qui malheureusement n'a pas été... Qui n'a malheureusement pas été indiqué parce que respecté, tout simplement parce que, vous savez, parce qu'il y a la base, et au sommet, il y a ceux qui décident. Mais le secrétaire général, Jean Côté, est quand même revenu. Je l'ai quand même suivi dans ses démarches. Il est quand même revenu sur cette instruction du président de la République. Et le Dieu se voit déjà, même au sein du parti au pouvoir, et même dans les autres partis politiques, dans les autres formations politiques, on ressent cette envie de voir une nouvelle classe politique, des nouveaux protagonistes politiques qui vont certainement avoir une innovation, porter une innovation. Parce qu'on a l'impression que tous ceux qui reviennent toujours pour avoir un suffrage et garder la casquette soit de maire ou des députés ne font absolument rien. C'est-à-dire que, vous savez, au Cameroun, la notion du mandat impératif a disparu. C'est-à-dire quand vous promettez, un peu comme le président est en train de le faire, nous allons construire des immeubles, c'est très beau. Mais une fois qu'ils sont porteurs
du suffrage de la population, il faille donc revenir le faire, parce que de la troisième mission d'une élection, l'élection sanction, c'est-à-dire quand le président l'annonce, tout le monde veut le voter tout de suite, veut voter pour lui tout de suite. En lui donnant dans les voix, on espère que les 5 niveaux, ainsi de suite, les stades, parce que tout le projet est intéressant. Mais maintenant, c'est revenir sur le terrain et implémenter toutes les promesses qui ont été dites avant la tenue des élections. Voilà. Patrick Ouna, on parle de la nouvelle classe politique. Et le PCRN se distingue sur ce registre-là. Tout à fait. C'est-à-dire, c'est dans l'essence même du PCRN. C'est dans ces gènes. C'est-à-dire d'apporter au Cameroun une nouvelle classe de dirigeants, c'est-à-dire mettre à la disposition des Camerounais et de l'État, c'est-à-dire des personnes les plus compétentes possibles pour conduire la gestion des affaires publiques. Ok. Mouzeline Djebaï, c'est votre tour. L'UNDP peut revenir en force pour 2020. L'UNDP a été toujours présente. L'UNDP est là. Le rêve est fermé. Lorsque j'entends des discours, des propositions sur ce qu'on devrait faire, je m'en réjouis si cela peut être réalisé ou être vrai. Le motto est autre l'occasion d'être élu ici dans ce pays. Il y a une démarche, il y a un distinguo entre le président de la République et le gouvernement, entre le Parlement, qu'est-ce qu'il fait, entre les communes, la commune, le conseiller, le maire, l'exécutif. Mais je suis parfois un peu gêné lorsque quelque part quelqu'un est par exemple candidat à une mairie, il dit un certain nombre de choses qui ne rentrent pas dans le cadre peut-être. Bon, c'est vrai que quand on parle de la communauté, c'est le développement participatif. C'est extrêmement important. C'est l'apport que celui-là apporte, peut-être dans les... Oui, qu'on alloue les dotations que l'État donne, il doit les défendre de l'autre côté pour pouvoir les amener dans sa circonscription, bien qu'il soit député de la nation. Je comprends très bien. Mais lorsqu'on me dit qu'on est député, on va avoir forcément de l'argent, il y a toute une démarche avec les autorités compétentes, vous et moi, ensemble, ce qui a lieu de faire. On ne se lève pas un matin pour créer une entreprise, non. On ne se lève pas un matin pour se supplanter à la place de l'État, non. On ne se lève pas un matin parce qu'on est député. C'est une force de proposition. C'est quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, est ce qu'on appelle une force attractive. Je prends un cas très simple. Voilà troisième, voilà cinquième. Vouri-Est. Vouri-Est. Regardez le potentiel humain, intellectuel, infrastructurel de cette circonscription. Député de la nation, d'abord un plaidoyer. Un plaidoyer, ça veut dire quoi? Nous connaissons la mammographie de ces deux circonscriptions, c'est-à-dire les biens, les services et autres. Comment les diligenter? Comment est-ce que les populations et ceux qui gouvernent ou ceux qui sont dans les administrations et autres, comment est-ce qu'on pourrait gérer? Je vais vous présenter une seconde. Oui. Prenons le cas des stades que nous avons à l'heure actuelle. 3 grands stades. Le stade de Jafoma, le stade de Vefanda et celui qui est de l'autre côté, de Bounama Sadi. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est peu pour la ville de Douala? Et ces stades-là sont dans les 2 arrondissements. Il faudrait donc que le député qui est là et autres, et toutes les forces vives, la commune, la communauté, puissent être des acteurs majeurs pour le bon fonctionnement de ces institutions qui sont mises en place. Okay. Comment les encadrer? Parce que sinon, on va se retrouver avec les souris, avec les cafards. Ces stades ne seront pas suffisamment exploités. Et comme je l'ai dit tantôt, ces stades tels qu'ils sont conçus, si on n'imagine pas comment les faire fonctionner
Imaginez 1 heure de coupure d'électricité, ce que cela engendre comme consommation électrique. Il faudrait donc, permettez que je chute, au niveau de la base, vous et moi, que la communauté puisse examiner avec les élus qui seront là pour peut-être baisser le prix des magasins, ramener un coût de vie assez facile pour que ce stade-là soit accessible. Voilà des cas de figure qu'un élu devrait normalement s'y pencher. Ok, rapidement, Président Jean Djunga, vous avez des bons projets. Comment tout ça sera faisable? Ça serait faisable. Comment? Je vous dis que ça serait faisable. Il faudra chercher les fonds. C'est bien pour eux. Et faire ce qu'on appelle jubilation de mairie. Et il faudra aussi que, je voulais dire aussi à mes frères de Douala deuxième, de ne plus s'attacher à la boisson qu'on leur donne, au sard de riz, parce que la période-ci, on drogue les Camerounais pour leur faire voter. Non, ce que je peux leur dire, que ceux d'hier n'ont absolument rien fait. Je suis un homme de terrain. Je suis un homme de terrain. Je ne suis pas une personne qui marche avec les ailes comme le diable. Je suis un ancien d'église et je suis là pour dire rien que la vérité. Okay. Parce que même dans mon église, on connaît que je ne mens jamais. Okay. Tous le projet que je les ai proposé, s'ils me font confiance le 9, après-demain, dimanche, nous allons faire avancer ce projet ensemble. C'est pour ça que je voulais les dire que nous, certains groupes de saints disent qu'ils font leur coalition. Nous faisons la coalition avec vous, tout le peuple de Douala. Deuxième, voilà, qui nous fait confiance. Rapidement, docteur Louison Issoumba, en politique, est-ce qu'il faut toujours forcément tenir le langage de la vérité aux populations? Non, pas du tout. C'est pourquoi on parle de propagande politique. Voilà. Vous voyez, on parle de propagande politique, et je l'indiquais tout à l'heure que le mandat impératif est annulé. C'est-à-dire, si vous dites aux gens, comme le président Antel le dit, nous allons construire, et que le moment venu, ça n'est pas construit, on ne vous tirera pas dessus. C'est-à-dire que c'est de la propagande politique pour pouvoir s'attirer les suffrages. Et que, vous voyez, un tel projet qui est développé, tout le monde voudrait voter pour le président. Moi-même, je souhaite déjà prendre un emplacement du côté de Nouvelle pour bénéficier justement d'une telle chose. Parce qu'en réalité, le message de Dieu doit être nouveau. Nous parlons de propagande, ça doit être nouveau. C'est-à-dire qu'un message porteur qui est nouveau, qui peut amener les uns et les autres à s'accrocher dessus. Et je pense que c'est des choses qu'il faut faire parce qu'en réalité, deux choses structurent aujourd'hui le bon message à l'endroit de la population. La lutte contre la pauvreté, la lutte contre l'insécurité. Je crois que dès que les candidats ont mobilisé ces deux éléments et ils l'ont bien implémenté sur le terrain, ils ont de fortes chances justement d'être élus. Voilà, merci d'être venu, cher monsieur. Merci Patrick. On est arrivé malheureusement au terme de cette édition. Merci docteur Louison Issoumba. C'est moi. Merci président Jean Djunga. Bonne chance pour dimanche. Merci. Mais là, je ne suis pas très content. Vous ne voulez pas que je soulève mon bulletin. Je ne suis pas très content. Non. Il y a des programmes pour ça. Oui, mais il y a des émissions de propagande pour ça. Merci Roseline Djebaï. Je suis très heureux d'être avec mes jeunes frères, mes enfants à la limite. Merci. Très heureux d'être ici ce soir. Je crois que le 9 février, vous aurez à décider à Vuri-Est, Douala 3 et 5. Je compte énormément sur vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne. Allah Akbar. Voilà, merci. Nous sommes arrivés au terme de cette édition, madame, monsieur. Rendez-vous est pris pour lundi 19h. Toute l'équipe conduite par Séverin Tchouban sera là au rendez-vous. Bonsoir, Nouvelle.